En France, une femme sur 3 est victime de violences, mais seulement une femme sur 10 le déclare au commissariat. Il y a des femmes qui sont sexistes aussi. Ça s'est mieux passé quelque part dans le pénal devant ces juges hommes que devant les autres juges qui étaient toutes les femmes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en bonne santé en ce moment. Donc aujourd'hui, on va parler d'un roman en compagnie de son auteur, ou plutôt de son autrice. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos, de nos interviews. Et je vous rappelle également de vous inscrire aux Lettres Plurielles, notre nouvelle newsletter. Vous recevrez des articles, des éditos, c'est gratuit, c'est garanti sans spam. Et ça permet également de contourner la censure. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Nikki Const. Nikki Const, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je suis très heureuse de revenir sur ton plateau. Oui, c'est que ceux qui nous suivent te connaissent puisque je t'ai interviewé, toi et Victor Didache, concernant l'affaire Assange. Vous avez développé pas mal l'affaire Assange. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent à Assange et qui n'ont pas encore regardé l'interview, je les y invite. Est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'affaire Assange? Oui, il y a un développement très, très inquiétant qui nous mène dans l'urgence, mais vraiment dans l'urgence. Sur Twitter hier, j'ai vu un tweet de Stella Morris, la conjointe de Julian, qui a mis une information que 49 personnes affectées du Covid à Belmarsh, la prison où se trouve Julian. Donc il y a 49 personnes incarcérés qui sont affectés du Covid-19. Donc c'est très très dangereux, surtout dans les prisons où les gens ne peuvent pas faire grand-chose. Donc là où il est, Julian Assange, il est confiné 24 heures sur 24 dans une petite cellule. Et c'est quelqu'un qui n'a pas été jugé pour quoi que ce soit. Il n'a jamais eu des chefs d'accusation en Suède, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Donc, c'est quelqu'un qui est accusé par les États-Unis pour faire du journalisme, en fait. Et il a la présomption d'innocence, mais quand même, il est dans une prison où il risque sa vie. À part le fait qu'il est torturé depuis presque 2 ans, il risque vraiment sa vie et on peut pas attendre quoi que ce soit des institutions. C'est vraiment une bataille pour nous, surtout pour les femmes, parce que en essayant d'empêcher les guerres, il a vraiment protégé les femmes. Les femmes sont les premières victimes, les femmes, les enfants sont les premières victimes de ces guerres-là, qui durent au moins 20 ans, depuis 2003, la première guerre en Irak, même avant ça, en Afghanistan, 2001. Donc, c'est vraiment une bataille pour tout le monde, mais surtout pour les femmes qui ont tout intérêt à avoir un média comme Wikileaks qui fait tout pour les informer, pour informer tout le monde et pour empêcher les guerres. Et donc, c'est-à-dire le Covid rajoute une couche à la difficulté, pardon. C'est pas juste une couche, il pourrait mourir. Et c'est quelqu'un qui est il a des problèmes au niveau de poumon, etc. C'est pas quelqu'un en bonne santé. Donc, il est très, très fragile, vulnérable. Il pourrait mourir. Ça fait quand même, depuis que Nils Melzer, il a sonné l'alarme en mai 2019 et il a dit qu'il pourrait mourir. Donc, c'est un miracle, en fait, qu'il a survécu jusqu'ici. Donc, c'est pas juste une couche, ça pourrait être le dernier couche. Je vais rappeler un petit peu qui vous êtes, Nikki Const. Donc, vous êtes australienne de nationalité, mais vous vivez en France déjà depuis pas mal d'années. Vous êtes avocate et vous êtes inscrite au barreau, si je me trompe pas, de Victoria en Australie et aussi en Irlande du Nord, si je me trompe pas. Voilà, vous êtes avocate, mais pas avocate française, et vous êtes aussi donc écrivaine et militant. Et justement, vous avez écrit le livre Juste une gifle en français. D'ailleurs, c'est pas facile vu que c'est pas votre langue natale. Je vous en félicite. Et votre livre, donc Juste une gifle, est disponible un peu partout, à la Fnac, sur Amazon, chez Apple, etc. Donc, je mettrai les liens en bas de la vidéo. Donc, il y aura les liens
pour tous ceux qui souhaitent le commander. Donc, Nikki Conz, vous avez écrit un roman, écrit à la première personne, qui relate l'histoire de Katia, qui est une femme victime de violences conjugales. Et votre roman relate l'histoire de Katia avec son mari violent, avec également la justice, la police et tout le système qu'il y a derrière. Le roman relate l'histoire de Katia. C'est écrit sous un nom de plume, oui. Katia Stiletti, parce que la vraie Katia, elle avait tellement peur de son ex-conjoint que elle voulait pas qu'il nous trouve, ni elle ni moi. Ah ouais, okay. Donc on a décidé que ça serait publié sous un nom de plume pour éviter tout genre de problèmes comme ça. C'était quand même quelqu'un assez violent, plutôt psychologiquement, mais bon, il pourrait être violent physiquement aussi. Donc, le livre est surtout sur cette Katia, la femme violentée, mais c'est aussi mon histoire puisque j'incarne Sophia dans le livre, même si j'ai écrit le livre en partant du point de vue de Katia. Donc, c'était un peu compliqué parce que je devais écrire les deux points de vue de cette histoire réelle, en fait. Et c'est l'histoire réelle de ces deux femmes. Le rôle de Sophia dans le livre est de sauver Katia de son prince, le prince pervers, pas le prince charmant. Donc, c'était pas la fin heureuse, c'était qu'elle s'échappe, en fait, pas que se marie avec cet homme. Oui, quand j'ai lu le livre, j'ai bien compris que c'était vous, l'avocate canadienne, qui prodiguait des conseils en français à Katia. Oui. Je me suis dit, c'est Nico, c'est l'avocate pas australienne, mais canadienne cette fois-ci. On essayait de nous camoufler. Mais bon. je pense que s'il le lit, il va se voir dans le livre. Je voulais vous demander, vous avez relaté l'histoire de Katia à travers un roman. Pourquoi un roman et pas un essai sur la violence faite aux femmes? Est-ce qu'on peut faire passer plus d'émotions à travers un roman? Pour moi, mon livre, c'est une combinaison d'un essai et d'un roman. Parce qu'il y a le côté réel, parce que le mot essai est dérivé du latin exagium, signifie observer, étudier, apprécier, évaluer. Mais c'est un peu stérile. C'est plutôt dans le factuel. Donc, moi, je voulais faire passer l'émotion qui existe dans un roman. Et l'émotion est nécessaire quand même, ça met tout en motion. Donc, on peut pas faire des changements dans la vie, dans la société, dans le monde sans émotion. Et on voit que le plus grand orateur, etc., il y a beaucoup d'émotions. C'est pas juste l'émotion, mais on peut pas faire bouger les choses sans émotion. Et l'autre chose qui est bien dans un roman, c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, quand on regarde, par exemple, c'est plus facile de se souvenir des fables d'Ésope qu'un manuel juridique. On est plus attiré par une fable, un conte de fées, tout livre religieux basé sur des paraboles, des histoires. Nous fonctionnons tous, on accorde nos histoires, les histoires des autres. Et tout est basé sur la logique de la narration dominante de notre société. Donc, la narration, les histoires, ça fait partie de nous, de ce qu'on est, de notre fonctionnement. Donc, c'est un moyen que je trouve très utile pour entrer dans le monde du public. D'ailleurs, le gouvernement dépense d'énormes sommes pour nous fournir leur narration. Donc, c'est important. Donc, en introduction, le côté réel, essai. Déjà, l'introduction du livre, en introduction, il est rappelé qu'en France, une femme sur 3 est victime de violences, mais seulement une femme sur 10 le déclare au commissariat. Donc, déjà, au niveau du réel, on se confronte tout de suite à ce problème-là. Et l'introduction commence avec toute histoire de violence à l'égard des femmes, est un drame personnel. Elle ne devrait pas être perdue dans des statistiques. Toutefois, les statistiques lèvent quelque peu le voile sur cette tragédie humaine. Donc, moi, je voulais vraiment traiter les deux et regarder aussi, donner un visage ou des visages à ces statistiques. Et je voulais montrer les vraies causes socio-économiques de ces statistiques
qui tendent à relier ces violences aux seules différences sexuelles, comme une sorte de pépin évolutif dans l'espèce humaine. Donc, mon intention était d'exposer les problèmes systémiques, donc la violence institutionnelle, en particulier les attitudes sexistes venant des femmes et des hommes. Le sexisme, c'est pas un problème d'hommes. Il y a des femmes qui sont sexistes aussi. Donc à l'hôpital, au commissariat, au sein de la profession juridique, dans les tribunaux, partout. Donc il y a un problème qui est répandu et qui existe dans tout le système. Je voulais aussi démystifier la loi pour les lecteurs moyens. Et j'ai essayé de le faire en utilisant le langage le plus simple possible. Oui. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé le passé simple, etc. J'ai utilisé le passé composé, etc. En essayant de parler comme on parle normalement dans la vie ordinaire. Et en utilisant aussi beaucoup de dialogue pour mettre tout ça vraiment en vie. Donc, j'ai utiliser le langage le plus simple possible, la structure d'un mélange de contes de fées, principalement La Belle au bois dormant, parce que un conte de fées didactique, on les utilise pour former les gens dès le plus tendre âge. Donc, les contes de fées sont didactiques. Il contient souvent une violence horrifiante, mais il a une fin heureuse, plein de possibilités. Donc, je fais de cette histoire réelle de Katia un parallèle avec le conte La Belle au bois dormant et en essayant de montrer que notre société dort en banalisant la cruauté, alors que la belle justice, comme La Belle au bois dormant, elle possède une pléthore de moyens visant à protéger, défendre les victimes. Donc, pourquoi elle ne fait pas? Il faut regarder les causes, les raisons derrière cette inaction d'une société qui a plusieurs moyens dans le système pour combattre, au niveau théorique au moins, pour combattre cette violence extrêmement répandue. Ouais, c'est-à-dire malgré le fait que le livre soit un roman, il est rempli de conseils juridiques, mais aussi des conseils pratiques, des noms d'associations, etc. Vous l'avez fait exprès, vous voulez que ça soit aussi un manuel pratique et pas seulement un roman, une fiction? Oui, parce que franchement, comment les femmes victimes peuvent-elles se défendre autrement si elles n'ont aucune connaissance de la loi? Si on ne connaît pas la réalité de la situation, que peut-on faire pour la changer? Donc je n'ai pas mis toutes les lois, mais j'ai mis quelques-unes. Pour celles qui veulent explorer un peu plus ce qui se passe. Bon, le livre, je l'ai écrit en 2016, donc il y a des choses qui ont changé un peu entre-temps, mais en réalité, ça n'a pas vraiment changé parce qu'on n'a pas vraiment mis les moyens. Donc, on a changé les choses sur papier, mais la réalité reste violente, dangereuse pour les femmes. Et comme on dit, l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est chez elle. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, donc les conseils prodigués dans le livre sont des vrais conseils, ne sont pas des fictions. Donc, les conseils de l'avocate de Katia, ce sont des vrais conseils qu'ils peuvent appliquer pour eux-mêmes ou s'ils connaissent qu'une femme victime de violence. Oui, en gros, les conseils sont toujours applicables. Comme j'ai dit, il y a des petites choses par ici, par là qui ont changé un peu. Mais bon, je dois... disons que ça change pas vraiment l'essentiel des conseils que je donne, mais de toute façon, je donne pas vraiment, c'est pas un livre qui remplace les professionnels. Bien sûr, c'est juste des conseils de base. Plutôt, c'est un guide pour s'en sortir dans ce labyrinthe institutionnel très complexe, très compliqué et très négligent souvent. Donc, mais je me suis concentrée sur le système judiciaire parce que je le trouvais épouvantable. La plupart du temps, je croyais pas à mes oreilles quand elle me racontait ce qui se passait, etc. Je disais mais c'est pas possible que ils sont incompétents ou négligents à ce point-là.
Et je remarquais quand même que déjà, le seul juge homme, c'était le juge dans le système pénal. Donc déjà, ça s'est pas très bien passé, mais à la fin, ça s'est mieux passé quelque part dans le pénal devant ces juges hommes que devant les autres juges qui étaient toutes les femmes. Donc, et les pires des décisions sont sorties en fait, ont été rendues au tribunal de la famille, le JAF, le juge aux affaires familiales. Et tous les juges, c'était des juges femmes. Donc, c'était un peu surprenant déjà parce que c'était des femmes, oui, c'était un peu surprenant. Mais c'était plus surprenant parce que c'est quand même des juges chargés des questions de droit de la famille. C'est très important. C'est pas rien le droit de la famille. Ça va au centre de nos sociétés. Nos sociétés sont basées sur la structure de la famille, l'humanité. On est des humains, on n'est pas des robots. Et je trouvais que ces juges femmes chargés des questions de droit de la famille, où la violence a été admise par l'auteur, par Eric, le médecin, confirmée par une ordonnance du tribunal. Le tribunal pénal, il y avait déjà une ordonnance concernant la violence admise par Eric. Et il est évident que l'intérêt supérieur de l'enfant a été totalement ignoré par presque dans toutes ces audiences devant le JAF. L'intérêt supérieur de l'enfant, soit c'était totalement ignoré, soit c'était tordu, c'était pas traité de façon sérieuse en fait. Est-ce que vous avez eu des échos par rapport à ça? Parce que oui, donc là, la justice, on dirait qu'elle prend pas vraiment en compte l'intérêt de Katia et surtout du bébé. Est-ce que vous avez aussi des échos d'autres histoires ou bien ça arrive à Katia? Est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe en France, par exemple? Je crois que les statistiques montrent que l'histoire de Katia n'est pas isolée. Les débats dans le Parlement montrent qu'il y a encore des problèmes encore pires, surtout quand il s'agit des viols des filles. On a eu une décision assez récemment avec cette fille de 11 ans qui a été où le tribunal a trouvé qu'elle a consenti. Et après, on a eu les débats sur le viol et l'âge de consentement, etc. Donc ça, c'est devenu encore plus ridicule qu'avant. On voit que la question de violence contre les femmes, ça s'empire en fait. C'est pas traité de façon sérieuse. Revenons à Katia. Les pires décisions qui l'exposaient à encore plus de danger, c'était les décisions du juge aux affaires familiales. Par exemple, la première ordonnance devant le JAF lui ordonnait de dire à son ex violent où se trouvait Zoé, le bébé, âgé de 6 mois à l'époque, lorsqu'il cherchait à obtenir cette information, divulguant ainsi son propre emplacement. Donc, on l'obligeait de risquer son bien-être, de s'exposer à son agresseur à tout moment. À chaque fois que lui voulait savoir où était l'enfant, évidemment, un enfant de 6 mois, il est tout près de sa mère. C'était quand même incroyable. Oui, il y a des décisions, parfois, la décision est un peu ubuesque. Au lieu d'aider Katia, en fait, la justice l'a enfoncée. Après, je voyais aussi les réactions de Katia, la vraie. À un moment donné, quand j'écrivais, elle m'a demandé de changer la partie où elle fait des phrases à propos du biberon. Et elle m'a dit, je passe pour une harpie dominatrice, est-ce que tu peux changer ça? Et je lui dis non, je le laisse exprès, parce que la loi n'est pas faite uniquement pour les sages filles qui ne se plaignent jamais. On n'a pas le droit de frapper une femme parce qu'elle fait des frasques. Donc, je laissais exprès, je voulais pas qu'elle soit forcément très, très sympathique. Je voulais que ça soit une femme ordinaire qui se plaint de temps en temps, et peut-être elle a tort. Mais on peut pas la frapper. Parce que ça soit un peu réaliste. De se plaindre par rapport, je voulais passer le message que même si on est quelqu'un de difficile, il y a d'autres solutions. Il aurait pu rompre avec elle. Il n'a pas le droit de la gifler.
au lieu de prendre d'autres solutions pour sortir de cette situation que lui aussi, évidemment, il trouvait insupportable. Donc, c'était pas un couple parfait. Évidemment, ils n'étaient pas faits pour être ensemble, mais il aurait pu choisir d'autres solutions au lieu de la frapper. Donc, voilà. Donc, le livre. Éric, le conjoint violent, est médecin. Donc, ce n'est pas forcément une question de classe sociale. Ça touche tous les milieux. Ah oui, la violence contre les femmes touche toutes les classes, tous les milieux. C'est vrai. Mais bon, disons que si Éric était devant Christine Lagarde, il l'aurait jamais giflé. Donc, c'est une question de pouvoir. Et comme la plupart des femmes au niveau de pouvoir politique, socio-économique, etc., la majorité ne sont pas à l'échelle de Christine Lagarde. Donc, elles n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mais c'est un rapport de force, en fait. Donc, celui qui a le plus de moyens économiques, politiques, etc., peut forcer les choses comme il veut. Et dans une société où il est complice, il peut aller encore plus loin. Mais je voulais aussi parler du gifle au niveau il y a une décision que j'ai trouvée dans la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, Bouygues contre Belgique, où il parle, c'est dans un autre contexte, c'est pas dans le contexte des violences contre les femmes, mais c'est intéressant ce qu'ils disent par rapport à la gifle. Donc, il y a des juges qui ont dit une gifle au visage affecte la partie du corps de la personne qui exprime son individualité, manifeste son identité sociale et constitue le centre de ses sens, vue, parole et ouïe, qui servent à la communication avec les autres. Donc, une gifle, surtout une gifle qui a beaucoup de force, c'est pas juste une gifle, même physiquement, même si on parle de la chose juste physiquement. Parce que on est dans un contexte où il y a tellement de violence contre les femmes, où vraiment, c'est pour ça qu'ils voient la gifle comme juste un rien du tout en fait. Donc les classes sociales, oui. Si on réprime la moitié de la société, on contrôle l'ensemble de la société. Donc, et comme disait Mao Zedong, les femmes portent sur leurs épaules la moitié du ciel. Donc, on est devant une répression qui touche quand même à peu près la moitié de notre société et directement et indirectement l'ensemble de la société. Excusez-moi, quand vous dites ça touche la moitié de la société, c'est-à-dire que les violences faites aux femmes touchent toutes les femmes et pas seulement une partie des femmes. Pas toutes les femmes, mais une violence contre une grande partie de la société affecte toute la société de façons différentes. Donc, parce qu'on n'est pas séparés, on n'est pas dans deux mondes. Donc, chaque homme a une mère, une sœur. Donc, chaque homme est lié à au moins une femme dans sa vie, peu importe ses préférences sexuelles. Tous les hommes ont des liens avec au moins une femme. Donc, bien sûr, oui. Donc, c'est pas quelque chose qui est un problème pour les femmes seulement. C'est un problème de société. Ça affecte toute la société. Okay. Et il faut que la société, dans son ensemble, réagisse contre ce que j'appelle, même dans le livre, contre ce terrorisme, parce que ça touche quand même... il y a une statistique, 62 millions de femmes juste dans l'Union européenne. Donc ça, c'est les statistiques de l'AFRA, l'agence. Bon, je vais revenir sur ça après, sur les statistiques de combien de femmes sont directement affectées par cette violence. Mais il faut regarder la question de classe sociale, évidemment. Parce qu'il y a une économie politique du sexisme, ça profite à quelqu'un. Sinon, on réprime pas, on torture pas quelqu'un pour rien du tout. Il y a toujours un avantage. Donc, si les femmes restent des personnes de seconde zone,
il semble nécessaire de poser des questions épineuses. Les emplois de femmes sont souvent moins bien rémunérés, à temps partiel ou informel. Donc, à qui profite cette situation? Et dans le livre, Katia dit, selon l'UNICEF, et je pense que la plupart des gens, ils ont vu ces statistiques, selon l'UNICEF, les femmes accomplissent 66% du travail mondial, produisent 50% de la nourriture, mais ne perçoivent que 10% de revenus et détiennent 1% de la propriété. Donc, il y a quand même des avantages qui ne reviennent pas aux femmes qui font apparemment la plus grande partie du travail. Mais quand même, est-ce que l'Europe, l'Occident, on est quand même mieux logé que le reste du monde, que l'Afrique, que l'Amérique du Sud, que certains pays d'Asie, etc. C'est quand même moins pire qu'ailleurs. C'est moins pire qu'ailleurs. Oui, évidemment, on est dans un contexte où c'est pour ça que dans le livre, elle dit que imagine si tu étais, que Sophia dit à Katia, imagine si tu étais ailleurs, tu es dans un pays développé, etc. Et on a un problème énorme dans des pays développés. Oui, évidemment, quand il y a plus de pauvreté, il y a plus de violence partout dans la société. Et plus de violence dans le privé, dans la sphère privée aussi, ça passe partout. Et plus la violence est augmentée à l'extérieur, plus ça revient dans la maison. On voit avec la pandémie maintenant, les violences ont augmenté. Donc, on est attaqué au niveau à l'extérieur, au niveau des boulots, l'argent, etc. Donc, les frustrations ont augmenté. C'est lui qui est le plus fort à la maison. C'est souvent l'homme. C'est pas tous les hommes, hein, mais je dis quelqu'un qui a une propension, qui ne sait pas gérer sa frustration, et le seul moyen qu'il sait pour exprimer sa frustration, c'est la violence physique ou même psychologique, parce que quand on parle des violences contre les femmes, c'est pas juste les violences physiques. Des fois, les violences psychologiques peuvent être encore pires. J'allais dire que depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai eu il y a beaucoup de femmes autour de moi qui m'ont fait des confessions par rapport à leur propre histoire que j'ai jamais imaginé, parce que ça reste quand même un sujet tabou. Donc, la plupart des femmes, même des amies, elles ont été trop embarrassées pour soulever ce sujet. Et par rapport à la violence psychologique, par exemple, il y a une de mes amies qui m'a dit que pendant 2 ans, son conjoint l'a réveillé pendant la nuit, 2h, 3h du matin, pour lui dire qu'il allait tuer sa sœur, ses nièces, au cas où elle pensait. Donc ça, c'est peut-être, j'imagine, elle vivait, cette femme, dans la peur pendant 2 ans. Et surtout, c'est la torture, de réveiller quelqu'un pendant la nuit, presque toutes les nuits, pour lui dire, pour la menacer de cette façon-là. Donc, c'est pas, encore une fois, la violence psychologique, des fois, pourrait être pire que la violence physique. Donc, il faut pas penser à mettre la violence psychologique au second plan. Donc, il faut vraiment regarder comment ça marche. Mais disons que c'est vrai que, par exemple, dans l'histoire, on est dans une classe sociale élevée, si on veut. Hein, lui, il est médecin. Elle, en vérité, elle est avocate aussi. En vérité. La vraie Katia est avocate. Okay. Oui, la vraie Katia, elle est avocate. Mais dans le livre, elle est comptable. Encore une fois, pour camoufler, apparemment pour camoufler l'histoire. Donc, on a changé quelques petites choses pour échapper au grand méchant loup, Eric. Mais je veux dire qu'ils avaient les deux des moyens financiers. Et quand même si elle avait des moyens financiers, mais elle avait dépensé tellement d'argent. À la fin, elle a dépensé plus de 20 000 € sur cette histoire pour se protéger, parce que l'État n'a rien fait, en fait. Pendant 3 ans et demi, 4 ans, l'État n'a rien fait pour la protéger. Donc, c'était elle qui devait débourser cette somme. La plupart des femmes n'ont pas 20 000 € à dépenser
pour aller, pour saisir un autre tribunal et pour trouver justice. Donc, c'est presque impossible si on doit dépenser ces genres d'argent pour trouver justice. Donc, pourtant, les médias, les grands médias, les médias de masse parlent souvent de la violence faite contre les femmes, etc. Et on dirait que les choses n'évoluent pas rapidement. Comment ça se fait en fait? Oui, c'est ça le problème. Tout est théorique, tout est abstrait, on parle beaucoup, on écrit beaucoup, et c'est l'une des choses dont je me plains dans le livre. Je parle des pléthores, des conventions, protocoles, lois. Tout est là. La seule chose qui manque, c'est la mise en œuvre. En regardant la vraie vie, bon, le livre Juste ou Gifle ne couvre pas toute la violence patriarcale, mais concernant l'histoire de Katia, je cite juste un extrait du livre pour démontrer la disparité entre son vécu réel et la perception de ce réel par le système institutionnel. Donc, si tu me permets, je vais juste lire la partie où il y a la gifle. Donc là, dans le livre, elle dit « À peine avais-je posé ma question qu'Eric, Zoé dans les bras, m'a foudroyé d'une première gifle en plein visage. Le choc a parcouru tout mon corps. Ses paroles me fustigeaient, il me traitait de salope et de connasse. Il m'a saisi ensuite par le bras gauche et m'a poussé avec force, le visage rouge sang, braillant des injures et des menaces telles que je vais avoir ta peau, tu n'es qu'une grosse conne. Je lui ai dit d'arrêter, il m'a nouveau giflé. Il m'a pris l'autre bras et l'a serré encore plus fort. J'ai essayé de me débattre, j'ai reculé de plusieurs mètres. Difficile de m'enfuir, impossible de me battre. Eric fait 1m82 et il avait Zoé, son bouclier humain. Moi, à côté, je suis petite, 1,58 m. Je lui ai dit d'arrêter, je n'avais pas sa force. Les coups et les bousculades étaient tellement violents que je faillis tomber plusieurs fois. Pendant cette flambée de colère, je n'ai pensé qu'à Zoé. Comment l'extirper de cette situation? Toujours dans les bras de son père, elle hurlait à plein poumon, complètement terrorisée. Il tempêtait si fort qu'il était difficile de comprendre toutes ses paroles, mais j'ai clairement entendu « Tu n'accuses pas ma mère ». Il était devenu incontrôlable, un chien enragé. Il a essayé de me saisir le cou, j'ai réussi à m'échapper. Sa mère lui criait « Arrête, arrête » en vain. Elle s'était interposée pour empêcher les autres coups, en vain. Le chaos total. Donc, ce médecin, il a fait tout ça avec un bébé dans les bras, devant sa famille. Oui. Et dans le livre, il y a une discussion entre Katia et Sophia, où Sophia lui dit, s'il a pu faire ça en public, devant sa famille, imaginons ce qu'il aurait pu faire dans le privé. Et donc, voilà, cette histoire-là, cet incident, c'était qualifié en juste une gifle. Donc, avec un rappel à la loi, 950 € en amende et une promesse dans le rappel à la loi qu'il n'allait pas récidiver. Il récidivait quand même pendant au moins 2 ans. Oui. Est-ce que c'est parce encore une fois, est-ce que c'est parce que c'est un homme qu'il a été bien traité ou c'est parce que c'est un médecin? Est-ce qu'il est bien intégré dans la société, etc. Moi, c'est en lisant le livre, je me suis posé la question. Je pense qu'il y a les deux parce que c'était, disons que si c'était un homme pauvre, démuni, si c'était un ouvrier sous le soir. On a mis une femme de la même classe à peu près, une femme et un homme. Bon, lui médecin, peut-être c'était pas, qui sait exactement pourquoi. En tout cas, lui, il a utilisé le fait qu'il était médecin à chaque fois. La plupart des temps, quand il était devant les juges, comme je dis, à part l'homme juge dans le pénal, tout le reste était, tous les autres, c'était des femmes devant les tribunaux, pendant la médiation. C'est toujours, ils étaient toutes les femmes au niveau des institutions qui géraient ce problème. Donc, et il y avait quand même une tendance à chaque fois qu'il mentionnait sa profession de médecin, il y avait une tendance de
de se mettre de son côté presque tout de suite. Il utilisait, en étant médecin aussi, il disait que Katia, elle était parano, elle avait des problèmes psychiatriques, donc Oui. il se montrait en expert en plus. Oui. Il a décidé tout seul qu'il était expert sur les sujets psychiatriques. Donc oui, c'était un manipulateur, mais à un moment donné, un juge un homme, médecin, qui a admis tout de suite, qui a admis qu'il a été violent. Il y a une décision d'un tribunal où c'est son admission est là qu'il a été violent. Et il récidive. Donc, à chaque fois qu'on est devant un tribunal, il s'agit d'un récidivisme. Peu importe s'il est médecin, les juges auraient dû voir qu'il y a quelqu'un qui récidive déjà. Donc, je ne sais pas comment il a pu vraiment. Donc, c'était pas juste de sa faute parce qu'il n'était pas tellement doué à se cacher. C'est la faute du système qui n'a pas vu ce qui était en plein jour en fait, parce que comme il n'était pas très doué à se cacher. Il y avait les preuves, il y avait les SMS qui étaient transcrits par un huissier, etc. Bon, les preuves existaient. Ce qui n'existait pas, c'était la volonté des juges et des policiers du système à voir ces preuves et à comprendre les substances et l'importance de ces preuves. Donc oui, lui, il est coupable, mais les autres aussi. Les autres dans le système qui étaient complices et qui l'aidaient en quelque sorte. Il soutenait, le système l'a soutenu quand même pendant presque 4 ans. En parlant du système, est-ce qu'on parle un petit peu des commissariats? On voit qu'ils n'ont pas bien accueilli Katia. Pourquoi? Quel est le souci? Est-ce que les policiers sont assez sensibilisés à ce type de questions? Je crois que non. Ils sont pas assez. Même ceux qui seraient sensibilisés, le plus grand problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens humains ou financiers. Si on peut avoir des belles lois, mais tout d'abord, c'est toujours à la femme de quitter le domicile. Pourquoi? Même avec les nouveaux systèmes où on peut faire sortir le mec qui est violent, mais ça, là aussi, il y a des dangers parce que on le fait sortir, mais il connaît l'adresse où tu es, peut-être avec des enfants, et il revient peut-être pour te tuer. J'ai connu une autre femme. Elle aussi, elle était mariée avec un enfant de bas âge. Elle était mariée avec quelqu'un qui avait un salaire de 30 000 euros par mois, donc quelqu'un très très aisé, il l'a pris par le cou, par les cheveux, il l'a frappé sur le sol de la cuisine, il a failli la tuer. Et le temps que quelqu'un a appelé la police, mais le temps que la police, elle aurait pu être tuée, cette femme. Et donc il n'y a pas, et souvent, même si, je me rappelle une fois sur Twitter, il y avait quelqu'un qui criait au secours, quelqu'un a pris une vidéo, on ne voyait pas ce qui se passait, mais il y avait les cris de secours dans le bâtiment, et cette autre femme qui avait appelé la police ne revenait pas, donc elle a mis le vidéo sur Twitter pour que les autres personnes peuvent réagir, pour que des autres appellent la police, pour qu'il envoie quelqu'un au secours de cette femme qui, on ne sait même pas si elle a survécu, parce que bon, les cris étaient insupportables. C'était donc, s'il n'y a pas, même si on est sensibilisé, s'il n'y a pas les moyens, et c'est pas juste à la police de gérer ça, c'est un problème qui doit être géré de tous les côtés. Oui, l'éducation, mais pas seulement à l'école. Ça sert à rien d'avoir l'éducation de respect envers, pas seulement envers la femme, envers l'autre, oui, mais ça sert à rien d'avoir une éducation à l'école quand la vraie éducation, c'est la vraie vie. Et quand on voit que dans la vraie vie, ce respect-là n'existe pas dans la vraie vie. On regarde les images des femmes dans les médias, dans la publicité, les films. Elle n'est pas bien
cette image n'est pas respectée, c'est le contraire. Donc, quand on voit pas seulement l'image présentée dans le média, mais le traitement de la plupart des femmes au niveau économique aussi, s'il y a des licenciements, elles seront les premières à partir, elles sont toujours moins bien payées, ça c'est vrai, c'est dans les statistiques, elles sont toujours moins bien payées qu'un homme en faisant le même boulot. Et avec la parité aussi est théorique quelque part. On n'a pas fait vraiment grand-chose à part quelques bricoles. En politique, en général, quand on fait par exemple des listes électorales, la parité est obligatoire dans beaucoup de pays européens. Il faut 50% d'hommes, 50% de femmes. Il y a beaucoup de gouvernements où il y a la parité, oui, hommes, femmes, etc. Mais ça change rien concrètement sur la vie des citoyens. Mais ça, cette parité, c'est pas cette parité qui compte, parce qu'on peut avoir des femmes monstres. C'est pas parce que quelqu'un politique est femme qu'elle sera forcément plus sage ou etc. Les politiques défendent des intérêts des classes. Donc moi, c'est pas le genre qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les politiciens, hommes ou femmes, les juges hommes ou femmes. Qu'est-ce que cette personne peut apporter concernant ce problème de violence contre les femmes c'est un fait quand même. Les statistiques montrent que c'est un fait et c'est pas un pépin évolutif, c'est pas une question dans l'évolution physique, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a des raisons socio-économiques et politiques. Donc, il y a quelqu'un qui profite du crime. Quelqu'un profite de cette histoire. Et il faut enlever cet avantage à ceux qui ont cet avantage. Donc, en France, on a, comme je disais avant, on a les moyens juridiques. Elles ne manquent pas en France. Et dans la question de Sophia, dans le livre, si tu me permets, je vais juste citer ce qu'elle dit, Sophia. Elle dit, compte tenu de la pléthore d'études venant par exemple de l'Organisation mondiale de la santé ou du Conseil de l'Europe, et il y a pléthore de solutions concrètes et efficaces qui sont proposées, comme dans les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences faites aux femmes, ou plus récemment dans la Convention d'Istanbul. Alors pourquoi bloque-t-on sur la mise en œuvre? Donc, on a les moyens sur papier, mais on n'a pas les moyens financiers et humains. On n'a pas la volonté politique. En vérité, on a juste des mots et des promesses vides. C'est ça la réalité. Malgré ce que les politiciens racontent dans les médias à longueur de journée, dans la réalité, dans la vraie vie, il n'y a pas grand-chose qui change. Non, parce que c'est juste des paroles. C'est juste des paroles vides. Si on voulait vraiment changer la réalité, c'est pas en montrant des pansements par ici et par là, c'est en renforçant les femmes en fait, surtout économiquement, surtout. Oui, c'est pas juste en empêchant les gifles. Il faut que les femmes dans leur pas seulement les femmes, il faut vraiment le plus grand problème qui afflige les femmes, c'est l'austérité, un bel mot, hein, pour cacher d'autres mots comme la pauvreté, d'être sans domicile fixe. Hein. Donc, et ils jouent, ces personnes jouent avec, pardon, les écouteurs, ces gens jouent avec l'essence des mots. Ils jouent avec le seuil de pauvreté. Au lieu d'améliorer la situation au niveau de pauvreté, ils ont juste fait tomber le seuil de pauvreté. Et oui, effectivement, maintenant, il y a moins de pauvres. Parce que ils ont juste changé le seuil. Ils n'ont pas changé la situation. Ils ont changé le thermomètre au lieu de casser la fièvre, en fait, au lieu de guérir la fièvre. Voilà. Donc, et ça montre les moyens que eux ils utilisent. Moi, j'ai une question la réalité. Oui, en vous écoutant, il y a une question qui me vient en tête que j'avais pas prévue. Est-ce qu'il faut pas aussi que le changement vienne des femmes directement, par exemple au niveau économique,
que les femmes créent des entreprises, qu'elles montent, etc. Et pas chaque fois essayer de s'insérer, par exemple, dans un système, dans une entreprise qui existe déjà, et plutôt être autonome, indépendante. On voit que, par exemple, pour la création d'entreprises, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, et ça doit venir des femmes directement. S'il n'y a pas d'impulsion féminine. Oui, mais une entreprise n'est pas toujours profitable, hein. C'est pas toujours rentable. Donc, oui, bien c'est pas sûr. en créant des aussi, entreprises. Pour les hommes même aussi, c'est si pas on toujours devient... rentable. Oui, exactement. Non, mais pour moi, c'est pas. Disons que le problème économique, c'est un problème pour les gens qui souffrent le plus. Le plus grand problème, c'est la pauvreté qui touche les femmes et les hommes. C'est pas juste les femmes. Bien sûr. Mais la violence qu'on voit au niveau à ce niveau-là, qui est vraiment alarmante. Donc, démontre aussi une autre frustration. Je pense pas que les hommes naissent violents ou qui naissent. C'est pas un problème organique dans les gènes. Il y a un problème dans la société, mais ce problème c'est lié à plusieurs raisons. C'est pas juste l'image qu'on donne de la femme par rapport à l'homme, etc. Donc c'est pour ça que ça sera pas, la solution n'est pas juste dans les lois, c'est pas juste la Convention d'Istanbul, ok, elle exige des États partis qu'ils adoptent à tous les niveaux, des politiques globales, coordonnées, effectives. Elles sont également, les États partis sont également tenus d'allouer les ressources financières et humaines appropriées. Ça, c'est dans l'article 8. Est-ce qu'on voit la réalité de ça? Non. On voit le contraire. La France, par exemple, je vais juste, ce qui manque surtout, et en France, c'est les moyens financiers. En 2017, par exemple, j'ai fait une présentation, la Banque mondiale a fait une présentation de mon livre en décembre 2017, concernant, pendant la semaine loi, justice et développement. Et je mentionnais à l'époque que il y avait les mesures annoncées par Emmanuel Macron à l'époque. Il parlait de 420 millions d'euros dégagés contre les violences faites aux femmes. En même temps, en 2017, il y avait plusieurs associations qui n'étaient pas très contentes par rapport à cette annonce, parce que le principal critique, c'était le budget n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Voyons comment ils nous manipulent avec l'information. Donc, les associations, à l'époque, ils ont dit que tel n'était pas le cas, les 420 millions d'euros dégagés, tel n'est pas le cas en réalité, et cette perception inexacte des choses n'est pas fondée. Le budget pour les droits des femmes reste stable depuis 2016. Les millions évoqués par Emmanuel Macron relèvent des budgets transversaux, non directement liés, voire éloignés de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, il y a même pas de vérité. On nous raconte pas de vérité sur le bataille contre cette violence. Déjà, on voit pas en quoi il y a eu une vraie application de la Convention d'Istanbul. Et si on voit pas, par exemple, donc si je reprends ce que j'ai écrit dans le livre, Sophie y répond dans le livre, elle dit, en parlant des moyens, elle dit, je ne suis pas d'accord, Katia, je ne crois pas que le moyen manque. Il s'agit de choix politiques. Par exemple, nous avons vu d'un siècle à l'autre, même en plein milieu de plusieurs crises mondiales ou locales, que les moyens n'ont jamais manqué pour financer les guerres, renflouer les banques ou subventionner les grandes entreprises. Et en ce qui concerne ce terrorisme contre les femmes, voilà une vraie crise mondiale profonde et interminable. Pourquoi un État démocratique serait défaillant dans son rôle de garant de droits humains? Et je me tiens à ma question. Quels sont les secteurs sociaux, politiques, économiques qui ont intérêt à empêcher, détourner, retarder les luttes des femmes, les luttes des couches les plus défavorisées de la société? Donc, voilà, il y a des dialogues comme ça, politiques, à travers du livre, et j'ai fait exprès, hein, c'est pour ça que j'ai dit que
le livre est une combinaison entre un essai et c'est pas, quelque part, c'est pas, oui, c'est des dialogues qui sont un peu trop sophistiqués. Oui, je voulais dire, est-ce que utiliser le terme les femmes ou les hommes, est-ce que c'est pas un peu trompeur? Parce que comme vous dites, ça dépend un petit peu de la classe sociale. Christine Lagarde, c'est pas forcément une caissière d'un supermarché. Donc dire les femmes, est-ce que c'est pas un terme un peu, c'est plutôt certaines classes sociales plutôt qui sont victimes dans la société plutôt que, ou même si les femmes sont en priorité. Parce que dire les femmes en général, c'est un peu. Oui, oui, moi je pense que oui, on est dans un système qui est capitaliste et patriarcal. Donc, dans ce système capitaliste, évidemment, c'est les femmes et les hommes qui sont vraiment frappés par tout ce qui se passe comme crise, austérité, etc. Donc, ça touche les hommes, les femmes, leurs enfants, les familles. C'est pas une question qui touche juste les femmes, mais dans un système qui exploite les femmes encore plus, parce que il faut ajouter sur l'exploitation des ouvriers. Hein, c'est surtout des gens qui travaillent pour un salaire. Donc c'est pas juste les ouvriers, c'est tout le monde qui travaille pour un salaire, qui est dans un système où on est à la merci, de l'employeur. Donc si l'employeur veut gagner encore plus de profit, il fait ça, ils font ça en exploitant encore plus les actionnaires qui sont payés. Ça vient pas du ciel, ça vient de la richesse créée par quelqu'un, par quelques-uns, et la richesse n'est pas créée par les actionnaires. Donc, mais je veux dire que on est dans un système où dans les couches les plus exploitées, il y a une sous-couche où c'est plus facile traditionnellement et encore aujourd'hui d'exploiter les femmes. Donc, mais oui, c'est en réaction pour combattre cela. C'est pas le combat des femmes seulement, c'est un combat de société. C'est un combat de ceux qui sont les plus exploités, les plus démunis, les plus frappés par cette austérité et toute autre chose qui vient avec. Donc, c'est pour ça que c'est important que les systèmes, les institutions qui sont là pour soi-disant protéger les droits de l'homme, les droits humains, etc., c'est important que ça marche bien. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas très bien. Normalement, pourquoi on avait besoin de la Convention d'Istanbul pendant qu'on a la Convention européenne des droits de l'homme, où il y a le droit à la vie, le droit à la sécurité. Normalement, on ne devait pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas bien appliqué la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, ils inventent encore plus d'instruments internationaux, etc. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. En ayant encore plus il y a vraiment tellement de lois, des conventions. Il y a plusieurs couches en fait, qui se superposent. Il y a le droit national, le droit européen, et puis le droit international. Et parfois, moi, en tant que moi, je ne suis pas juriste, et parfois j'ai du mal à comprendre un petit peu pourquoi il y a des choses qui se répètent chaque fois, et c'est un peu compliqué. Je voulais vous demander aussi, vous avez auto-édité votre livre. Pour quelles raisons? Est-ce que vous avez du mal à trouver un éditeur? Est-ce que votre livre gênait certaines maisons d'édition? Non, c'était pas qui gênait, mais j'ai adressé le livre à plusieurs éditeurs mainstream, à grand public, parce que je voulais pas écrire un livre juridique déjà. Je voulais pas m'adresser juste aux experts, aux professionnels. Je voulais vraiment m'adresser au grand public. Donc, j'ai adressé mon livre à plusieurs éditeurs, dont Édition des femmes Antoinette Fouque, qui a répondu que ce texte, je cite, ce texte important et nécessaire devrait trouver sa place dans une maison d'édition plus spécialisée dans les juridiques. Mais je voulais pas que écrire un livre pour les juristes.
C'est pas, et c'est pas un oui. livre de droit. Bien sûr, Mais c'est ça pas un livre. pourrait être utilisé par certains professionnels de ce milieu, par les policiers. Ça pourrait être entré dans les hôpitaux, etc. Et être utilisé dans un contexte de workshop, pendant des séminaires, etc. Des choses comme ça. Comme un cas pratique, comment ça s'est marché, que ça marchait pour dans ce cas-là, etc. Donc ça pourrait être utilisé, mais évidemment pas comme un livre juridique. Donc, même si j'étais ravie de ce commentaire d'édition de Femmes Antoinette Fouque, c'est dommage que je n'ai pas pu trouver une maison d'édition destinée au grand public. Et parce que on peut pas s'attaquer à ce terrorisme patriarcal ou capitaliste, on peut mettre les mots qu'on veut. C'est un terrorisme économique qui se traduit dans la vie, la vraie vie, comme elle est, comme une violence. Donc j'ai décidé d'auto-éditer pour ces raisons-là, en essayant de persister sur la ligne j'essaye d'entrer dans la vie ordinaire des gens ordinaires, pas seulement les victimes, mais parce que, comme j'ai dit avant, toute la société est victime de cette violence. Peut-être elle est invisible, mais un enfant d'aujourd'hui qui va être violenté de cette façon-là, même en étant victime, témoin, cette personne ne va pas grandir saine. Donc, une société qui a des gens qui ne sont pas saines aura des problèmes. Les questions sociales sont liées dans la totalité de tout ce qu'on fait. Il faut pas juste se concentrer sur l'économie. C'est pas l'économie qui montre le succès d'une société. Si on peut avoir des gens qui sont qui sont mieux placés économiquement, par exemple quand on regarde les sociétés occidentales par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ok, on est plus privilégiés, mais ça ne veut pas dire que on a des sociétés qui sont réussies. Si on a quand on est devant ce genre de chiffres, des millions et des millions de femmes qui ont quelque part dans leur vie qui ont été violentées, soit physiquement, soit psychologiquement, soit dans leur travail, soit chez elles, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'atteindre, de faire passer mon message à plus de personnes. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur que votre roman, qui est un bon roman, n'enferme les femmes dans un rôle de victime? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent moi je ne suis pas victime, etc. Et qui n'aiment pas un petit peu qu'on montre, qu'on dépeint les femmes seulement en tant que victimes. Ben, une femme qui il n'y a pas honte d'être victime. C'est pas la honte de la victime, c'est la honte de l'agresseur. Donc déjà, vous voyez, dans le discours de la société, on doit avoir honte si on est victime. Pourquoi? Parce qu'on ne punit jamais les agresseurs. Donc déjà, quand on reconnaît pas qu'on est victime dans ces genres d'agression, on peut pas se relever et sortir de la situation de victime. On va être victimisé plusieurs fois déjà. Quand la société dit il faut surtout pas se voir en tant que victime, déjà il y a un décalage, il y a un problème avec ça. Donc oui, si on a été victime, on est victime et c'est pas la honte à la victime. Et j'ai vu récemment, par exemple, comment ils ont fait les femmes en Chili, quand avec le violeur, c'est toi. Comment ils ont réagi? Ils ont compris la réalité. Elles ont réagi. Elles ont montré une force qui a pris tout le monde en fait. Donc avec cette chanson, cette danse, etc. Les chants chiliens devenus un hymne contre les violences faites aux femmes. Qu'elles chantent-elles? Et je suis très heureuse de voir qu'elles ont compris que c'est pas une situation privée. Donc elles disent le patriarcat est un juge.
qui nous reprochent d'être nés. Le message, donc, ce message-là, c'était, elles ont essayé de démystifier la situation parce que ce n'est pas un problème personnel, il s'agit d'un problème social. Donc, elles ont mis en avant ce problème social. C'est pas à chaque victime individuelle de se cacher. Et donc, mon livre déculpabilise la victime et désigne ceux qui sont les coupables. Comme dans cette chanson, que un violador en tu camino, cet hymne féministe, qui dit aussi, ce n'était pas ma faute, ni où j'étais, ni comment j'étais habillée. Les violeurs, c'était vous, les violeurs, c'était toi, les flics, les juges, l'État, les présidents. Elles ont compris que les violeurs, pas seulement les violeurs dans le viol, mais les violeurs de leur vie, c'est l'État. C'est pas juste un homme ou deux hommes, c'est un système qui est complice et qui en plus culpabilise la victime pour qu'elle ne parle jamais. C'est fou en fait. D'un côté, ils disent osez parler, et d'un autre côté, il faut pas parler parce qu'on peut pas être victime. Non, quand on est victime, il faut assumer qu'on a été agressé et il faut chercher à punir l'agresseur. Il faut chercher pour l'empêcher de faire la même chose ailleurs et aux autres et pour empêcher et éliminer cette violence institutionnelle et pour aller plus loin, empêcher la violence socio-économique, politique et judiciaire. C'est comme ça, en sensibilisant l'opinion publique. Moi, j'ai essayé de sensibiliser l'opinion publique pour qu'on change la situation dans sa totalité, pas juste pour une femme. À la fin de cette histoire où j'ai accompagné, j'étais épuisée. 4 années, vous vous rendez compte, 4 années d'être toujours à ses côtés avec chaque urgence, etc., pour essayer de faire en sorte d'avoir une amie qui l'aide. Disons que oui, mais disons que cette personne n'est plus la personne que je connaissais autrefois. Hein. Elle a eu des dégâts. Elle a changé profondément. Déjà, elle souffrait de l'effet du stress post-traumatique. Donc, elle a été diagnostiquée par rapport à ça. Mais c'est pas la même personne de celle que je connaissais avant cette histoire. Le bébé qui était invisible, ignoré totalement. Qui sait quels effets on va voir sur elle un jour. Comment cet enfant qui a vécu quand même 4 années de sa vie en étant témoin de ces violences et qui était au milieu de cette violence quand elle était dans les bras de son père, quand il frappait sa mère. Donc elle était dans ses bras quand son père frappait sa mère. Donc c'est physiquement aussi parce qu'elle a été secouée, physiquement elle a été violentée. Psychologiquement, évidemment, elle a été violentée. Personne n'a rien fait par rapport à cet enfant. Donc, c'est quand même... il y a un problème avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de combiner le roman, les faits, pas pour faire de victimes ou pour encourager les gens de se cacher encore plus, mais pour que ces gens qui ont été agressés mettent la honte là où elle appartient, pas seulement sur le mec, sur le système, sur les politiciens, sur les juges. Cette honte n'est pas à être attribuée juste sur l'agresseur, l'auteur principal, mais sur tous ses complices. Et les complices, c'est le système. C'est la société, le système dans lequel on vit. Dernière question, si vous aviez le pouvoir, que feriez-vous? Quelles seraient vos priorités? Il faut mes priorités, si c'était moi, de changer les systèmes, c'est ça? C'est-à-dire concrètement, que feriez-vous? Excusez-moi, je disais que si vous aviez le pouvoir, si vous étiez au sommet de l'État, par exemple, que feriez-vous? Quelles seraient vos priorités pour lutter contre ce fléau? Déjà, changer les systèmes économiques. Donc, oui, le socialisme, le vrai, pas le socialisme du style parti socialiste. On va faire semblant socialisme, non. Macron était au gouvernement de François Hollande. Macron était ministre de François Hollande, mais socialiste.
Oui, Gouvernement socialiste, oui. entre guillemets. Là, on parle du socialisme synthétique, n'a rien à voir avec le socialisme scientifique, le vrai. Donc, non, là, c'est encore des bobards, c'est encore même pas la théorie. Donc, c'est des gens qui essayent qui font semblant, en fait, ils vendent quelque chose qui n'est pas conforme. Non, il faut vraiment changer le système économique, diminuer, éradiquer l'exploitation et une société qui est faite juste pour le profit des très peu de gens. Donc, on est dans un système où je parlais dans mon livre, les actionnaires les mieux payés du monde, presque, je crois, c'est le troisième pays. Donc, il y a des gens quand même qui gagnent des milliards et qui n'ont jamais travaillé dans toute leur vie, qui gagnent des milliards pendant que la plupart des familles sont en détresse. Et nous vendent l'austérité et nous vendent des systèmes soi-disant qui peuvent gérer, résoudre nos problèmes. Ces gens-là ne peuvent pas gérer nos problèmes. C'est à nous de nous organiser. Nous devons nous organiser pour trouver un système du vrai socialisme. Quand je parle du socialisme, je parle pas des partis qui font semblant d'être socialistes. Donc, il faut s'éduquer, il faut s'organiser, il faut trouver la solidarité. Donc, ces années de Thatcher, Reagan, voilà, ces années de ce visage sauvage du capitalisme, on peut pas le reformer, son vrai visage est comme ça, mais cette austérité pour nous, tandis que eux, ils se gouffrent, ils vivent une vie de caviar, champagne. Non, on est victime de ça et on doit mettre les mots sur ce qui se passe. Donc, cette violence des CAC 40, la violence de ceux qui sont le plus avantagés, il faut arrêter ça. Il faut commencer avec ça. Et ça, c'est une bataille de toute la société, les hommes, les femmes. Il s'agit de la survie. En fait, c'est avec ce que vous dites, c'est que beaucoup de gens sont d'accord, mais on ne voit pas de système alternatif. On ne sait pas, il n'y a pas de pays qui a un système alternatif qui pourrait être un modèle. Si, il y en a des pays, oui. Vous pouvez me citer quelques pays? On voit déjà les pays. Je parle pas. Il n'y a pas des choses, des pays parfaits. Il n'y a rien qui est parfait, mais c'est pas. Le capitalisme est loin d'être parfait aussi. Mais je veux dire qu'on voit de quelle façon a été gérée cette pandémie, qui a été le plus affecté, le plus de morts, le plus des cas de Covid, etc. C'était dans le pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, les pays les plus capitalistes, où on a mis de côté le sujet humain et ils ont décidé d'avantager les profits. On voit les pays qui ont les mieux géré, ils ont tous un système soit socialiste, soit vers le socialisme, la Chine, le Vietnam, le Cuba. Ils ont même envoyé le personnel médicaux. Donc ils ont envoyé pas seulement des médecins ailleurs, en Italie, dans d'autres pays où il y a eu où le problème ne pouvait pas être géré. Donc non seulement ils ont géré le problème chez eux et vite, ils ont envoyé des moyens ailleurs, dans d'autres pays. Donc déjà, un exemple de quelques pays qui ont un autre système économique, qui ont géré une pandémie beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Et en plus, ils ont envoyé de l'aide ailleurs. Et quand on parle d'un petit pays comme le Cuba qui est toujours sous embargo, c'est quand même incroyable qu'un pays toujours sous embargo, il a pu faire pour aider d'autres pays.
Il y a des gens qui peuvent vous répondre que ces pays-là, la Chine et le Vietnam, sont des dictatures et qui se tournent de plus en plus vers le capitalisme sauvage. Écoute, une dictature qui aide tout le monde, qui aide les autres, moi je suis pas contre. Donc, si les États-Unis peuvent avoir ce genre de dictature, je serais pas contre. Mais la dictature qu'on a aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, c'est la dictature des actionnaires. Et cette dictature, j'en veux pas, parce qu'on a des dictatures ici aussi. Ouais. Même si on nous vend une dictature agréable, non, c'est pas agréable. C'est surtout pas agréable quand les femmes souffrent, pas juste les familles, pas juste les femmes. Les familles, il y a au moins 9 millions de personnes en France. Et c'est 9 millions parce qu'ils ont baissé le seuil de pauvreté. Donc, et avec le Covid, ça sera encore plus. On va entrer dans une crise ingérable bientôt. Donc, ce genre de dictature, moi, j'en veux pas. Moi, je veux une société où les familles, les femmes, les hommes, les enfants peuvent survivre, qui ont vraiment le droit à la vie, à la sécurité, qui ont vraiment leurs droits humains respectés, parce que même avec ces droits-là qui sont inscrits dans tous les autres conventions, etc., même là, l'État est défaillant. L'État non, la France, c'est le pays des droits de l'homme. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Elle a bombardé la Libye au nom du droit de l'homme et aussi au nom du droit des femmes. Ils ont bombardé la Libye au nom du droit des femmes aussi. Voilà comment la dictature, les dictatures occidentaux, comment elles gèrent les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Non, je pense qu'il est temps de nous organiser au lieu de travail, tous les espaces publics où les gens peuvent se retrouver. Il faut qu'ils commencent à devenir plus vigilants politiquement, parce que la politique, c'est pas dans le Parlement où ça se joue. La politique, c'est dans nos vies quotidiennes. Et il faut que nous solidarisons, que nous parlons entre nous pour trouver les moyens, que c'est pas nouveau, hein. Dans l'histoire, on a déjà trouvé les moyens pour s'organiser. Donc, il faut lire, il faut s'éduquer au niveau de qu'est-ce qui s'est passé historiquement, quelles sont les leçons qu'on a tirées de tout ce qui s'est passé dans l'histoire et comment faire aujourd'hui, même pour les droits qu'on a aujourd'hui, tous les droits qu'on a aujourd'hui. C'est pas parce que quelqu'un gentil nous a donné ça dans le Parlement, c'est parce qu'on a eu des luttes. C'est en luttant, en s'organisant, en luttant qu'on va changer la société. C'est pas en gentiment, en demandant gentiment aux gens privilégiés, est-ce qu'ils peuvent nous donner quelques miettes? Non, on veut pas les miettes, on veut tout. Et il faut se battre pour tout, parce que c'est comme ça qu'on va valoriser nos vies. C'est pas en niant qu'on est qu'on nous agresse avec l'austérité, surtout avec l'austérité. On nous agresse avec leur système parce que c'est profitable, c'est rentable pour eux. C'est rentable que nous, on ne demande rien, qu'on reste avec les salaires d'il y a 15 ans. On ne demande pas, on fait pas de grève, ou si on fait de grève, on travaille pas, on sait pas organiser très efficacement. Il faut devenir plus efficace, plus organisé, avec plus de volonté et plus de courage aussi. Il faut être courageux. Ça va pas, les solutions ne vont pas tomber du ciel. Donc, voilà. Il y a quand même quelques organisations. Il faut trouver ceux qui ont des vrais plans sur des vrais changements qui touchent l'économie. Parce que la politique n'est pas séparée de l'économie. On peut pas séparer les deux. La politique est toujours sur l'économie, même s'ils le disent pas, même s'ils séparent tout en économie, sujet d'économie, sujet politique, sujet femmes, sujet enfants, on sépare tout, mais c'est pas la réalité. Tout est lié, il faut voir les choses de façon holistique, voir la totalité et s'organiser pour changer ça. Et ça, ce sera pas fait d'un jour à l'autre comme ça. Bien sûr. Il faut lutter, mais vraiment en faisant
même en faisant des grèves générales, oui. Les manifs, ça coûte rien. On fait une manif, ça coûte rien. Il faut que ça touche le portefeuille de celui qui t'exploite, si on veut changer les choses. Si on touche pas son portefeuille, rien ne va changer. Donc vous preniez plutôt une révolution. Vous êtes plutôt partisane d'une révolution totale plutôt que de faire des rustines à gauche et à droite. Pour vous, faut tout changer. Faut changer le système. Si on veut changer les choses pendant qu'on est en vie, là, tout de suite, moi, je veux pas attendre 20 ans, 30 ans. Je veux que les choses changent très, très vite. Et dans le passé, historiquement, ils ont changé très, très vite dans le grève générale de 1936. Hein? Faut regarder chaque fois qu'il y a eu des changements vite et efficaces et pour qui ont bénéficié la population, c'était en faisant, on a une arme énorme, c'est le grève général, mais en faisant des vraies grèves, pas par ici et par là. Oui, les enseignants vont faire un grève général pour un jour, et après ce sera les médecins qui vont faire grève non, une grève générale où la société se mobilise en totalité pour mettre une gifle, comme je dis, quand est-ce qu'on va gifler le système? Oui, c'est à nous de gifler le système et de le changer maintenant, pas dans 30 ans. Je préfère maintenant, parce qu'on a en même temps une crise environnementale. Donc, si on change pas, encore une fois, qui est derrière cette catastrophe environnementale? C'est pas Madame Dupont qui ne recycle pas son plastique. Hein? Quand on a des guerres où ils utilisent des bombes à moitié nucléaires, etc., qui polluent la planète. Donc, qui est derrière ce problème environnemental qui met notre survie en question? Donc, ces gens-là qui sont des psychopathes, qui nous jouent les experts de toutes ces questions, il faut les virer. Notre survie, c'est une question à nous. Et c'est à nous de gérer cette question. Il ne faut pas attendre de faire de l'activisme de chez soi comme ça. Il faut trouver des moyens intelligents pour lutter contre ces vautours qui nous sapent nos vies, nos rêves. Oui, pourquoi on n'a pas droit à avoir des rêves dans la vie, avoir une vie, une belle vie. On a le droit à avoir une belle vie. Voilà. Et quand on commence à croire ça, tout change. Quand on commence à croire qu'on a droit à une belle vie. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, Madame Coste, Nikki Coste. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Juste une gifle, disponible un peu partout, Fnac, Amazon, Apple. Les liens se trouvent en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos et à notre newsletter, Les Lettres Plurielles. Merci à tous. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vos proches et au revoir et à la fois prochaine. Au revoir.